Bon, eh bien, merci à vous d'être venus pour cette rentrée. Alors, première information. Nous allons, à partir du mois de février, devoir changer de local de nos réunions. Parce que toutes les grandes salles que loue cette maison de la salle vont être réduites de moitié pour faire de petites salles. Donc on va se retrouver avec des salles d'une vingtaine de personnes, ce qui est tout de même un petit peu pour nous, qui sommes tout de même en croissance. Alors nous avons plusieurs possibilités et évidemment d'ici là nous vous dirons où nous serons désormais à partir du mois de mars, puisque je crois que janvier-février c'est encore bon. Donc voilà, première information. Alors, deuxième chose qui concerne la conférence d'aujourd'hui, en fait, c'est une conférence que j'ai déjà faite à Saint-Étienne, mais dont l'enregistrement a été tellement mauvais qu'il a été totalement impossible de l'utiliser pour le mettre sur Internet, donc le publier. Donc, je refais cette conférence. Personne ne l'a encore écoutée, à part les organisateurs de Saint-Étienne et moi, et puis ceux qui étaient à Saint-Étienne. Donc je la refais parce que c'est un sujet qui nous est constamment demandé. Voilà, donc pour cadrer le contenu et la raison de cette conférence d'aujourd'hui. Donc merci à vous d'être venus. Je vous demanderai, je me répète, je le sais, mais il faut répéter les choses. Essayez d'amener d'autres personnes qui n'ont pas encore compris tout à fait. Il faut qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls à se plaindre, mais que c'est bien gentil de se plaindre, mais s'ils veulent comprendre pourquoi ils se plaignent, il faut qu'ils viennent à des réunions et qu'ils lisent. Sinon, ce n'est que des pleureuses qui ne servent à rien. Donc, je compte sur vous, amenez des gens. Vous avez autour de vous des gens, de la famille, des amis, des relations, qui disent « Ah non, on en a marre, ça va pas, bon, ben vous lui dites, bon, effectivement, ça ne va pas. Mais il serait peut-être temps que tu comprennes pourquoi ça ne va pas. Donc je compte sur vous. Hein. C'est gentil de venir, mais ne vous contentez pas seulement de venir. Vous devez être des transmetteurs à votre tour. Oui. Bien compris. Bon. Le sujet de cette conférence contient deux aspects différents, mais découlant l'un de l'autre. De ce que l'on appelle aujourd'hui la conquête mondialiste messianique. Et vous savez ce que ça veut dire, quand j'insiste bien sur le mot messianique, vous savez ce que je vise. Il y a donc un aspect sociétal, moral, qui tend à affaiblir la réaction des peuples en les avilissant. Il y a un aspect politique, concomitant, qui vise à l'établissement du messianisme juif sur la ruine des nations provoquées par leur avilissement. Et comme je le répète régulièrement, face à ce danger de destruction, il y a deux attitudes dangereuses. Celle de ceux qui ne savent que se lamenter, estimant qu'il n'y a plus rien à faire. C'est celle de ceux qui ne savent que se lamenter, estimant donc que c'est trop tard. Et c'est cette attitude que Pidis condamnait en disant que la force des mauvais était due à la faiblesse des bons, s'il en existe encore. Et puis l'attitude de ceux qui, jusque dans nos milieux, nient le complot mondialiste messianique. Eh bien, ne leur en déplaise,
le complot existe bien, car ce sont les propres responsables de ce complot qui s'en vantent, qui l'étalent, qui l'expliquent. Et cela, je l'ai démontré dans 2 livres, La maçonnerie et le complot mondialiste. Ce sont des livres, je dirais, de départ pour ceux que vous voulez essayer de convertir, pour qu'ils comprennent d'abord quel est l'ennemi. Or, ceux qui nient le complot, c'est très facile, nier, c'est facile, mais apporter la contradiction, montrer que ce que je dis ou que d'autres disent à ce sujet-là est faux, ils ne le peuvent pas, parce que les textes des promoteurs de ce complot existent et sont trouvables par n'importe qui de bonne foi. De bonne foi. Il me semble donc bon de commencer cet exposé par un rappel qui leur donne régulièrement des boutons. Je veux parler des protocoles des sages de Sion. Écrit par Nilus sur base des procès-verbaux des 24 séances tenues au premier congrès sioniste à Bâle en 1897 et qui révélait le plan juif de conquête mondiale. Alors vous savez très bien ce que disent certains milieux, non seulement nos ennemis classiques, mais encore une fois, jusque dans nos milieux, que ce serait un faux. Et vous connaissez l'argument massue que l'on peut leur sortir. Ah, c'est un faux, mais comme c'est curieux, ce qui était annoncé, on l'a vu se dérouler jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc les protocoles, et il faut revenir là-dessus, concernent à la fois l'aspect sociétal, moral, mais aussi l'aspect politique de la conquête du pouvoir. Mais les protocoles ne sont pas le premier texte qui se soit penché sur ce problème. Il ne fait que reprendre ce qui avait déjà été dit depuis longtemps, puisque ça remonte à la fin du XVIIIe siècle, avec notamment l'ouvrage de l'abbé Augustin Barruel dans ses mémoires sur l'histoire du jacobinisme. Et il faut savoir, parce que là aussi on traite ce livre de faux, tout au moins faux dans les informations qu'il donnait, ce livre est basé sur les propres textes saisis sur un messager des Illuminés de Bavière, messager donc des Illuminés de Bavière, qui avait été créé par le juif converti Weishaupt, Adam Weishaupt, qui lui-même ensuite était passé à la maçonnerie et avait créé, disons, ce que l'on peut appeler une super loge, les Illuminés de Bavière, qui existe toujours d'ailleurs. Donc, vous voyez, il n'y a rien de nouveau, c'est éternel comme depuis le début de la création, c'est toujours le même combat. Donc, il y a au moins 2 siècles que ce complot messianique, qui a commencé à émerger tout doucement, et dont on a vu l'efflorescence avec la Révolution dite française, que donc cette dénonciation apparaît de plus en plus pour mettre en garde. Et puis, entre-temps, la Troisième République s'était installée sur les ruines de la monarchie, après les différentes péripéties de l'Empire premier et deuxième, ou troisième. Et évidemment, cette Troisième République judéo-maçonnique n'avait eu comme première intention que de prendre tous les leviers de pouvoir des grands corps de l'État. L'armée, la magistrature, l'éducation nationale, oui,
tous les grands corps de l'État. Je dirais presque l'Église aussi. Et cela à travers de différentes affaires très retentissantes, que vous connaissez ne serait-ce que de nom. L'affaire Dreyfus, l'affaire des fiches, et ça j'en parle très longuement dans mon livre sur l'armée française, qui a permis de épurer progressivement l'armée de tous ces cadres valables encore. Ce qui explique l'état de déliquescence d'aujourd'hui de l'armée dite française. Et puis on a vu le développement du pourrissement de cette Troisième République judéo-maçonnique avec toutes les affaires. Panama, Stavisky, Hanau, l'affaire des piastres, les meurtres d'opposants politiques, ne serait-ce qu'à l'occasion de l'affaire Dreyfus. Et puis progressivement, l'atteinte à l'aspect moral de la société. Et on est passé comme ça, progressivement, de la pilule à l'avortement, à la compréhension à l'homosexualité, à la pédophilie. D'abord à la compréhension de la pédophilie. Étape par étape, par étape, par étape, sans que ce bon petit monde conservateur catholique comprenne ce qui lui arrive. Mais apparemment, il n'a pas beaucoup envie de comprendre. Et on en arrive donc à aujourd'hui. Et je voudrais relever deux faits tout récents. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, secrétaire d'État, et la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa, entre guillemets, auteur de livres porno. Pourquoi pas? Mais soyez pas attardés, voyons. Ayez l'esprit ouvert. Donc, nommé par Emmanuel Macron, qui proposait de fixer l'âge minimum du consentement sexuel à 13 ans. Donc ça avait été 15 ans, puis on a dit non, 13 ans. Mais n'était-ce pas déjà pour préparer les mentalités et préparer le terrain à tous ces prédateurs sexuels qui gravitent autour des différents pouvoirs en France et à travers le monde, et aux États-Unis notamment. Mais même cela, ce n'était pas suffisant, puisque vous savez très bien que cette loi Schiappa qui vient de sortir, dans son article 2, il n'est même plus question d'un âge limite. Allez-y, vous pouvez y aller, pas de problème. Et complément de cette chose, vous savez que maintenant, le viol n'est plus considéré comme un crime, mais comme un délit. Donc je vous dis, messieurs les prédateurs, allez-y, les portes sont ouvertes. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus écœurant, cette volonté de destruction de ce pouvoir judéo-maçonnique et averti de ceux qui nous gouvernent, parce que ce sont des avertis aussi, ou cette passivité du monde catholique qui détourne la tête pour ne pas voir et encore moins entendre. Vous qui allez dans des paroisses, pourquoi vous n'interpellierez pas le curé du coin ou l'aumônier ou ceci ou cela pour lui dire « mais et alors, ça ne vous concerne pas ça ?» Vous savez, par moment, il faut faire bouger les gens à coup de pied.
Le respect humain, il faut le mettre de côté de plus en plus. Ou alors, bon, on l'accepte. Donc, on est rentré dans l'épanouissement de cette société. Rappelez-vous le terme d'un certain Valéry dit Giscard d'Estaing, ou plutôt Valéry Giscard dit d'Estaing, qui prônait la société libérale avancée. Ben, elle est tellement avancée qu'elle est pourrie. Et rappelez-vous que ce mécanisme pervers avait été parfaitement décrit et avoué, mais en s'en glorifiant, d'une certaine Simone Veil. Dans cette déclaration, il y a eu des nombreuses citations que je suis obligé régulièrement de répéter. Quand elle déclarait dans le Times de Londres du 3 mars 1975, en modifiant la loi, vous pouvez modifier fondamentalement le modèle du comportement humain. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui est dû à l'évolution de la législation. Le monde n'évolue pas, la société n'évolue pas nécessairement par elle-même, mais parce que par les lois qu'on lui fabrique, on la force à évoluer. Ce qui était interdit devient autorisé, ce qui était illicite devient licite. Vous voyez, ce sont des choses comme ça qu'il faut essayer de faire comprendre autour de nous. Une lamentation, encore une fois. Bon, c'est bien qu'il se rende compte que ça ne va pas, mais il faudrait qu'il remonte à la cause, encore une fois. Et alors, encore une fois, je vais fustiger ces différentes fractions de l'Église, qu'elles soient modernistes ou traditionnalistes. Avec les modernistes, il y a une complicité. Avec les traditionnalistes, est-ce qu'ils en parlent seulement à leurs paroissiens? Quand ils détournent leurs paroissiens de s'occuper de politique, à quoi cela aboutit-il? Sinon à laisser ceux qui nous gouvernent faire les lois sans que les catholiques se révoltent. Oui. Alors qu'ils ne viennent pas après se plaindre. Ah, mais mon fils a mal tourné. Ah, mais ma fille s'est fait engrosser, etc. Ah oui, mais je sais bien que ça a existé plus ou moins de tout temps, ce genre de choses. Mais on atteint une dose de destruction de la nation de l'intérieur comme on n'a jamais vu, sauf peut-être à l'époque de Sodome et Gomorrhe. On y vient. Donc je voudrais intervenir auprès de vos prêtres curés. Il n'est pas normal qu'ils détournent leurs fidèles de l'action politique. Et rappelez-vous les rappels que j'ai faits lors de l'élection de Nicolas Sarkozy au présidentiel de 2007. J'avais relevé que les deux principales fraternités traditionnalistes en France avaient fait voter Sarkozy. Quelle a été l'action de Sarkozy par la suite sur le plan moral et sociétal? C'est lui qui a introduit à l'école, à la rentrée de 2010, de l'enseignement à la compréhension de l'homosexualité en classe de CM1, CM2, avec son ministre de l'Éducation nationale, l'Éducation nationale, Luc Châtel. À la rentrée 2011, c'était quoi? Ah ben, c'était la poursuite, c'était l'enseignement de la théorie du genre. Et voilà l'homme qui a été élu par les bien-pensants. Et par des responsables de structures qui se disent
traditionnalistes. Donc, tel est l'aboutissement que nous vivons de la dépravation programmée de la société chrétienne annoncée dans les protocoles. J'ai vu dernièrement une déclaration, je l'ai déjà citée d'ailleurs, mais je vais la reciter encore parce qu'elle décrit parfaitement cette société, le pourrissement de sa société et ses vecteurs. C'est une déclaration de l'acteur américain Brad Pitt, je cite, « sur l'élite pédophile d'Hollywood qui contrôle l'Amérique. » Et il démontre, c'est-il, comment l'industrie du cinéma et de la télévision est devenue une promotion d'abus sexuels pour les besoins de réseaux de traite d'enfants qui couvrent les États-Unis et au-delà, tous les pays, ça c'est mon commentaire, et au-delà, dans tous les pays d'Occident, soumis aux mêmes valeurs. Or, quelles sont ces manias de l'industrie cinématographique d'Hollywood, sinon un clan juif qui, film après film, développe cette mentalité perverse? Et là encore une citation. N'est-ce pas ce dont se félicitait le juif Al Goldstein, éditeur de Screw Magazine, qui disait ceci: « La seule raison pour laquelle les juifs sont dans la pornographie, c'est qu'elle est une façon de polluer la culture chrétienne. » Alors, est-ce que nos milieux religieux vont finir par comprendre où est l'ennemi? Et quand j'apprends que sur ordre d'un certain abbé Toulza, responsable de la librairie de la Fraternité Saint-Pédis à Paris, il ne veut pas que mes livres y soient vendus, allez lui demander justice. Et puis encore ce qu'annonçait cyniquement Marcus Elie Ravage, je l'ai déjà cité, je recommence parce qu'il faut que ces choses soient connues pour les transmettre encore plus. C'est dans Century Magazine de janvier-février 1928. Donc vous voyez, rien de nouveau. Rien de nouveau. Il y a tout un encheminement auquel nous arrivons aujourd'hui. Il s'adressait aux non-juifs. Vous faites beaucoup de bruit autour de l'influence indue des Juifs dans vos théâtres et cinémas. Très bien, votre plainte est fondée. Mais qu'est-ce que cela à côté de notre influence pénétrante dans vos églises, vos écoles, vos lois et vos pensées chaque jour? Vous n'avez pas encore apprécié la profondeur réelle de notre culpabilité. Nous sommes des intrus, nous sommes des subversifs. Nous avons pris votre monde naturel, vos idéaux, vos destinées, et nous les avons brouillés. On ne peut pas dire qu'ils ne nous ont pas prévenus. Mais vous voyez, quand je publie ça dans des livres, eh bien il se trouve qu'un responsable de la fraternité Saint-Pédis interdise mes livres à la vente. Alors, tout ça pour en revenir à une question. Les protocoles, info? Ah bon? Vraiment? Il y a donc là une volonté de salir, de détruire, d'annihiler toute notion morale. Ainsi faut-il rappeler la fameuse mise en garde de saint Augustin
que là encore, je me vois obligé de répéter. À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. Tolérance, tolérance. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. C'est à cela qu'aboutit le silence de nos structures religieuses. Cette volonté de destruction de la société et des nations par la perversion des peuples, voulue par le judaïsme dans sa longue marche vers la conquête mondiale, a une longue histoire. Et il me faut encore et toujours revenir sur les origines messianiques du complot mondialiste. Je le dis pour les nouveaux qui sont là aujourd'hui, je l'ai dit pour ceux qui, pour la première fois, m'écouteraient quand ils verront la publication de cette conférence. Il faut marteler cela parce que c'est le point de départ de tout ce que nous vivons. On ne peut comprendre cette volonté acharnée de destruction de notre civilisation et les non-chrétiennes sans rappeler le point de départ de la démarche mondialiste messianique jusqu'à aujourd'hui. Que l'on soit croyant ou non, on ne peut que constater que la paranoïa messianique à l'origine du complot mondialiste découle du refus du Christ par le monde juif, car il ne lui apportait pas le pouvoir sur le monde que ce même monde juif en attendait. Et de ce fait, le monde juif, comprenant qu'il n'aurait pas le Messie qu'ils attendaient, s'instaure lui-même son propre Messie et le Messie du monde entier, d'où sa démarche de conquête mondiale. Si on ne comprend pas ça, on n'a absolument rien compris à ce qui arrive. Alors, pour ceux qui écouteraient ça, ce que je dis pour la première fois, je voudrais tout de même les rassurer. Je n'invente rien. Et je vais encore procéder par citation, encore une que j'ai déjà faite et que je répète, la fameuse lettre de Baruch Lévi à Karl Marx, publiée dans la Revue de Paris, tome 35, volume 11, page 574. Le peuple juif en tant que collectivité sera son propre Messie. C'est moi qui le dis, c'est un juif qui le dit. Sa domination sur le monde sera réalisée par l'union des autres races humaines, par élimination des frontières et des monarchies qui sont les bastions du particularisme et par la constitution d'une république mondiale. Dans cette nouvelle organisation de l'humanité, les fils d'Israël présentement dispersés dans le monde entier pourront sans obstacle devenir partout l'élément dirigeant, surtout s'ils parviennent à placer les masses ouvrières sous le ferme contrôle de quelques-uns d'entre eux. La propriété, ça c'est le communisme, c'est le marxisme. La propriété privée pourra alors être soumise au gouvernement de races juives qui administreront partout les biens des États. Ainsi sera accomplie les promesses du Talmud, selon laquelle les Juifs, lorsque les temps seront venus, posséderont les clés des biens de tous les peuples de la terre. Voulez-vous me dire pourquoi un certain nombre d'individus qui sévissent dans nos milieux, genre Bernard Anthony, Jean Sévilla et d'autres, ne connaissent pas ces textes?
Ah non, 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 non. On ne parle pas des blasphèmes juifs contre les catholiques. Ils n'en parlent pas. Mais ils vont vous farcir à longueur d'articles, de livres, les dangers de l'islam. Ah oui, d'accord. Et qui a réveillé l'islam contre l'Europe, si ce n'est l'intelligentsia juive? Et je voudrais revenir sur cette partie de cette déclaration. Surtout s'ils parviennent à placer les masses ouvrières sous le ferme contrôle de quelques-uns d'entre eux. Donc cela vise le rôle du marxisme. Et aussi cette partie-là, la propriété privée pourra alors être soumise aux gouvernants de race juive qui administreront partout les biens de l'État. Les gouvernements de race juive, ça ne vous évoque rien, ça? Un certain Nicolas Sarkozy? Un certain François Hollande? Un certain Emmanuel Macron? Je pense tout de même que vous savez qu'ils sont d'origine juive. Je ne pense pas que monsieur, est-ce qu'on peut encore dire monsieur, Emmanuel Macron, ait été nommé associé de la banque Rothschild pour ses compétences. On voit ce que valent ses compétences dans la conduite de nos finances. Ils ont mis la main sur nos gouvernements. C'est ça que disait ce texte de Baruch Lévi. Alors, évidemment, essayons de nous placer à la place du monde juif. Ce problème de refus du Christ, qu'il ne rapportait pas le pouvoir sur le monde, est d'autant plus douloureux pour eux que du fait même de leur rejet du Christ, ils n'étaient plus le dit peuple élu. Le peuple élu, désormais, devenait ceux qui adhéraient au message du Christ. C'est aussi simple que cela. C'est mathématique et c'est imparable. Et en fait, si on étudie bien l'évolution de l'histoire depuis justement cette période de la Passion jusqu'à aujourd'hui, on constate que toutes les hérésies, toutes les déviations dans le monde chrétien ont été dues à une influence de la Kabbale juive sur des structures religieuses de l'époque. L'arianisme, les bohémiens, les cathares, etc., jusqu'aux protestants et aux modernistes d'aujourd'hui. Tout ça a une filiation. Rien ne se fait dans le monde sans qu'il y ait une origine. Et l'origine remonte au début de la création. Il est incontestable que l'étape majeure de ce complot a été la révolution de 1789, que j'appelle toujours dite française, pour une raison toute simple, c'est que, de par ses principaux éléments et l'argent nécessaire à l'accomplissement de cette révolution, tout a été étranger, judéo-maçonnique et anglais. Donc voilà pourquoi j'appelle la révolution dite française, c'est pour cette raison. Et j'en ai apporté toutes les preuves nécessaires dans mon livre « La maçonnerie », au travers des propres textes juifs et francs-maçons qui revendiquent leur action. Toujours la même chose, vous savez très bien comment je procède, c'est pas moi qui accuse,
je donne les textes, leurs textes, qui les accusent, qui démontrent quel est le complot qu'ils sont en train de fomenter. Alors, il y a une question aussi qui revient très fréquemment. Comment se fait-il que les responsables de l'ancien régime n'aient pas compris ce qui se préparait avec l'émergence de la maçonnerie? Comment se fait-il que toute la haute société, pas simplement aristocratique, mais haute bourgeoisie, le clergé, ait pu tomber dans le panneau de l'apparence rassurante que se donnait la maçonnerie? Société de bienfaisance, etc., qu'on connaît d'ailleurs toujours aujourd'hui, parce que la méthode est toujours la même. Il y a les deux faces. La face rassurante, organisme d'aide sociale, de collecte de fonds pour la mucoviscidose, la sclérose en plaques, des choses comme ça, et puis l'aspect caché derrière, qui évidemment n'est pas révélé à tout. Alors, il y a l'historien franc-maçon Louis Blanc qui, dans son Histoire de la Révolution française, y répond. Il écrivait: la maçonnerie comprend un certain nombre d'hommes opposés à tout projet de subversion sociale. Les novateurs multiplient les degrés de l'échelle à gravir, créent des arrière-loges réservées aux âmes ardentes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement ce qu'il y a, encore une fois, la façade présentée pour les idiots utiles, et la véritable action de la maçonnerie qui n'est réservée qu'à ceux qui ont gravi tous les échelons et que l'on considère comme étant aptes à pouvoir comprendre et vouloir ce complot. Et il y a aussi, encore une fois, ce texte du haut initié Albert Pike qui confirme cette duplicité dans son ouvrage Morals and Dogmas, page 819. Voilà ce qu'il dit. Une partie des symboles est divulguée à l'initié, mais ce dernier est intentionnellement induit en erreur. Intentionnellement induit en erreur. On ne veut pas qu'ils comprennent. Leur vraie explication est réservée aux princes de la maçonnerie. Donc vous voyez comment ce texte correspond et complète le texte précédent de Louis Blanc. Donc les autres en resteront aux apparences, donc ils seront les idiots utiles de l'histoire que l'on connaît à travers l'histoire, effectivement, dans toutes les révolutions, de la révolution dite française à la révolution bolchevique de 1917, la révolution au Portugal, etc., etc. Toujours la même chose, les imbéciles utiles qui ouvrent la porte à la révolution et qui à leur tour en tombent la plupart du temps victimes, ce qui est bien fait pour eux. Et puis, dans tout ça, que devient la liberté du citoyen dans nos gouvernements démocratiques? Et il y a encore une déclaration du franc-maçon Ragon dans son rituel des 3 premiers degrés. Il stipulait, écoutez bien, tout profane qui se fait recevoir maçon cesse de s'appartenir. Donc vous n'êtes plus à vous. Vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez. Vous ne pourrez faire désormais que ce que l'on vous dit de faire. Il n'est plus à lui, mais il appartient à un ordre qui est répandu sur la surface du globe. Et là encore, on trouve la confirmation de ce texte, de cette directive, dans l'injonction du fondateur de la secte maçonnique des Illuminés de Bavière, Adam Weishaupt. Il faut établir un régime dominateur universel, une forme de gouvernement qui s'étende sur tout le monde.
C'est dans l'intimité des sociétés secrètes qu'il faut pouvoir préparer l'opinion. Donc vous voyez la spontanéité démocratique des lois, déjà pour commencer. Comment tout ça est préparé à l'avance par d'abord des campagnes de presse, puis quand ceux qui nous dirigent estiment que le public est mûr, on introduit un projet de loi à l'Assemblée nationale et qui est voté non pas par une partie des députés, mais par un certain nombre de députés de tous les partis. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est leur appartenance à la maçonnerie qui prime, qui fait qu'ils vont obéir à la consigne maçonnique qu'ils ont reçue de voter telle loi ou de refuser telle loi, en contradiction avec les directives éventuelles de leur propre parti. Là aussi, c'est une notion fondamentale à connaître. Et puis encore une citation, Jean Leray, je regrette beaucoup, je cite parfois certaines citations plus ou moins les mêmes, mais elles sont tellement démonstratives, et puis il y a les nouveaux, pour informer. Donc Roger Leray, ancien grand maître du Grand Orient, qui rappelait au convent de 1968, dans la revue Humanisme, il y a 200 ans, le chevalier de Ramsay a annoncé la République universelle. Depuis, inlassablement, les francs-maçons du monde entier participent à son édification. Et Guy Piot, dans les points de vue initiatiques, c'était aussi un ancien grand maître de la Grande Loge de France, disait ceci: la recherche d'une communauté européenne, puis universelle, entre évidemment dans le champ de nos réflexions et de nos actions. Les francs-maçons du Grand Orient ne sont pas les seuls à prôner la destruction des nations, Ceux de la Grande Loge de France tiennent le même langage. La construction d'un espace européen n'est pour les maçons que le précurseur d'un espace universel, d'une terre patrie. Et voilà, nous plongeons dans la République universelle, dans la gouvernance mondiale. Et Richard Dupuy, autre grand maître de la Grande Loge de France, lui aussi, dans Point de vue initiatique de 1989, numéro 71, affirmait: nous travaillons à l'avènement d'une République universelle, et cette République passe par l'Europe. Je me répète encore une fois, on ne peut pas dire qu'ils ne nous ont pas prévenus. Alors que font les structures qui, soi-disant, se proclament nos défenseurs, des valeurs chrétiennes et compagnie, on ne les entend pas. Donc vous avez là des textes que je répète régulièrement, car ils sont fondateurs et révélateurs du complot en cours. Et c'est pourquoi je dénonce ceux qui, dans nos milieux, continuent, contre toute logique, contre toute honnêteté intellectuelle, à dire qu'il n'y a pas de complot. Alors, on pourrait m'objecter, bon, les citations sont très intéressantes, mais il s'agit essentiellement de francs-maçons, pas de juifs. Et l'on s'éloigne des fondements messianiques juifs du complot mondialiste. Pas du tout. Je ne m'éloigne pas du tout. Car ce serait méconnaître que la maçonnerie est une création juive. Tout se complète. L'un découle de l'autre. Et là encore,
Quelques citations. L'affirmation du rabbin kabbaliste Eli Ben Amosek dans Israël et l'humanité. La théorie de la maçonnerie correspond à celle de la Kabbale. Clair, hein? De même, l'historien juif Bernard Lazare, dans l'antisémitisme, documents et témoignages, page 167, disait « Il y eut des juifs au berceau de la franc-maçonnerie, des juifs kabbalistes. » Autre preuve encore, dans The Jewish Tribune de New York, du 28 octobre 1927, il écrivit ceci. La maçonnerie est basée sur le judaïsme. Éliminer les enseignements du judaïsme du rituel maçonnique, qu'est-ce qui en reste? Et le 30 août 1943, le secrétaire d'État américain Cordell Hull reprenait la citation de The Jewish Tribune de New York du 28 octobre 1927 et décrivait à William Stanley du New York Times « Éliminez-les ». Mais non, ce sont les Juifs qui les ont éliminés en achetant le New York Times. Opération réussie avec un journal bien connu, mal connu dans le mauvais sens, La Croix. Même procédé. Et de même, la tribune juive citait encore le rabbin Isaac Weiss qui affirmait « La franc-maçonnerie est un établissement juif dont l'histoire, les grades, les nominations officielles, les mots de passe et les explications sont juifs du début à la fin. » Autre preuve encore, celle du rapport entre judaïsme et maçonnerie publié par la revue Sodalicium de janvier 1994, qui faisait observer le calendrier maçonnique coïncide avec la construction du premier temple de Jérusalem. Nous sommes, donc il parlait de l'époque où c'était écrit ce texte, nous sommes en 5990 et non en 1990. C'est même curieux. Donc vous voyez, la maçonnerie découle du judaïsme. Et si cela n'était pas encore suffisant, deux auteurs francs-maçons et juifs, Luc Neuffontaine et Jean-Philippe Schreiber, dans leur livre Judaïsme et maçonnerie, histoire d'une fraternité, qui est publié chez Albin Michel en 2000, expliquaient ceci. Si d'aventure il n'y avait pas de synagogue, le temple maçonnique en tenait lieu et servait au culte israélite. Comment nier ou ignorer cette influence au regard des éléments symboliques proprement juifs, des hébraïsmes, qui donnent au rituel un accent particulier. Donc, là encore, confirmation, la maçonnerie est une création juive. Et ils expliquaient cette fraternité par l'influence dès le XVIIIe siècle d'un juif polonais qui aurait été en relation avec Anderson et Desaguiers, donc deux des fondateurs de la maçonnerie, protestants, avec un certain Haïm Samuel Jacob, plus connu sous le nom de Falk Scheck. Donc vous voyez, ce sont eux-mêmes qui vous disent, qui proclament leur filiation, et qui s'en réjouissent, qui s'en félicitent. Donc, voilà l'affiliation de la maçonnerie, au départ, avec les Anderson des Aguillés, et puis un troisième compère, le riche commerçant Paine, fondateur officiel de la maçonnerie en 1717 à Londres. Donc, je répète, j'insiste, la maçonnerie, émanation du judaïsme, comme arme contre la nation chrétienne, ce sont les juifs et les francs-maçons qui le revendiquent et qui s'en vantent.
Et voilà pourquoi il faut non seulement dénoncer les auteurs de ce complot, mais dénoncer aussi leurs compagnons de route que l'on trouve jusque dans nos milieux, je répète encore. Donc, telle est la démonstration du complot, citation à l'appui, que je voulais faire avant d'analyser les étapes et les vecteurs de ce complot. Dans leur ouvrage très documenté, Le complot judéo-maçonnique, page 45, Alain Goldschnagel et Jean-Claude Lemaire, deux auteurs maçons, font une intéressante remarque sur l'hostilité des élites musulmanes envers la maçonnerie. Je cite. Dans le camp musulman, on tient désormais l'alliance politique entre Israël et les États-Unis pour la concrétisation évidente des protocoles pour la preuve tangible de l'ascendance prise par les Juifs sur les loges dans leur conquête de l'hégémonie mondiale. Question. Certaines élites musulmanes seraient-elles plus clairvoyantes que certaines élites chrétiennes ? Qui s'acharnent à ne pas voir l'évidence ? Rappelez-vous encore ce que proclamait ouvertement le marin Nicolas Sarkozy, politicien fabriqué par la CIA. J'en ai apporté les preuves dans mon livre Sarkozy ou la mort programmée de la France. Dans son discours du 16 janvier 2009, il disait ceci. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Trouvez-vous pas ça très démocratique comme déclaration ? Mais en fait, il ne faisait que reprendre cette déclaration qui devrait être connue par cœur, celle du juif américain Paul Warburg, devant le Sénat des États-Unis le 17 février 1950, qui disait « Nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. » Démocratie, démocratie, encore une fois. La seule question est de savoir s'il sera créé par conquête ou par consentement. Et puis il y en a d'autres de citations. Là encore, je me répète, mais il faut répéter, répéter, répéter. Rappelez-vous, les peuples ont la mémoire courte, il faut répéter les choses. Pas croire que parce qu'on a dit la chose, une fois, ça a été intériorisé. Cette citation du baron Edmond de Rothschild dans la revue Entreprise du 18 juillet 1970 qui affirmait « Le verrou qui doit sauter, c'est la nation ». Ah oui ? Et Israël ? Et on retrouve cette même obsession chez d'autres représentants de l'intelligentsia juive, Bernard-Henri Lévy, dans François du 24 avril 1979. Bravo à tout ce qui peut contribuer à casser les mythologies réactionnaires de l'État-nation, du nationalisme cocardier, du terroir, des bignoux et des folklores. Georges Marc Benamou, dans sa revue Globe numéro 1, elle a disparu, rassurez-vous. Tout ce qui est terroir, béret, bourré, bignou, bref, franchouillard et cocardier, nous êtes étrangers, voire odieux. Pierre Berger, le pédosataniste, mécène des publications gays, affirmait « La patrie est le mot qui nous est le plus odieux ».
Il me semble que même c'est assez démonstratif, ça. Et remarquez comment ce nous ne concerne pas Israël, bien entendu, mais les autres nations. Ou encore la déclaration de Jean Kahn, président du Congrès juif européen dans la tribune juive d'avril 1996. Là aussi, je la ressors régulièrement tellement elle est démonstrative. Mon parti politique, c'est le peuple juif. Et il a affirmé que toute référence au baptême de Clovis était puissamment incitative à la haine raciale. Et il réclamait qu'elle soit durement réprimée sous toutes ses formes. Mais nous y arrivons. Macron, Hollande, Sarkozy, Hollande, Macron, nous y arrivons. La loi sur les fake news, c'est quoi? Verrouiller, 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 verrouiller. Il n'y aura plus qu'une vérité officielle et vous serez tenu d'y obéir. Relisez Orwell, 1984, nous dit ça. Telle est l'intolérable police juive de la pensée que dénonçait la regrettée Annick Rigel, pourtant juive elle-même et ancienne communiste. C'était dans le Figaro du 3 avril 1990. Je voudrais faire une petite parenthèse à ce sujet-là, parce que je trouve que c'est tellement... Ça décrit tellement le personnage. Encore à propos de Bernard Anthony. Il a utilisé cette même citation. Simplement, il a dit l'intolérable pensée de l'intolérable police de la pensée, mais il a omis le mot intolérable police juive de la pensée. Ça le décrit, voilà. Bon, continue. Et vous avez vu, je suppose, que dans les différents textes législatifs des gouvernements successifs, jusqu'au décret numéro 2017-1230 du 3 août 2017, et le gouvernement d'Emmanuel Macron stipulait: le gouvernement français pourra, pour punir d'amende et de séances de rééducation politique, toute discussion privée jugée déviante dont il juge le contenu hostile ou non conforme à l'idéologie officielle. Que voulez-vous de plus ? Et voilà comment on rentre graduellement dans le goulag en marche. D'où la loi sur les prétendus fake news et compagnie. Les nouvelles sont réputées fausses dans la mesure où ça gêne le gouvernement dans sa manœuvre. Là encore, rien de nouveau. Cela avait déjà été annoncé, et c'est encore un texte que j'ai cité, du British Israel, qui est une des nombreuses loges juives judéo-maçonniques anglaises, dans la revue National Messenger de 1933. Voilà ce qu'il disait. Et là, on est en pleine prévision de la gouvernance mondiale, de la dictature mondiale. La Grande-Bretagne et ses dominions autonomes, avec la République américaine et les Juifs, constituent toute la race d'Israël. La Grande-Bretagne et ses dominions
avec la République américaine, constitue toute la race d'Israël. Même chose. Intéressant. C'est elle qui doit instaurer un gouvernement mondial appelé dans les Écritures le royaume de Dieu. Vous ne trouvez pas ce texte assez hallucinant quand même? Vous seriez anglais ou américain, on vous dirait, ben, vous êtes juif. Vous prendriez ça comment? Ben, c'est ça que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Et voilà pourquoi toute cette démarche messianique juive s'est déroulée à l'abri de la puissance, d'abord de l'Empire britannique, et aujourd'hui à l'abri de l'Empire américano-sioniste. Et donc, à chaque étape, on retrouve ce même facteur juif et ses alliés anglo-saxons, à la fois par connivence judéo-maçonnique et à la fois par le biblisme protestant dont ils sont imprégnés. C'est fondamental à comprendre, cela. Alors venons-en maintenant aux moyens qu'utilisent les tenants de la subversion mondialiste messianique pour parvenir à imposer leur dictature. Je crois qu'il faut maintenant, étant donné qu'on a fêté, ou on a pleuré tout récemment sur l'anniversaire du 11 septembre, revenir à ce curieux épisode. Donc, vous connaissez les grandes lignes en principe, puisqu'il nous a été dit à l'époque, les images qu'on nous a fournies, de ces avions qui rentrent dans 2 tours. Ces tours s'écroulent. Et on nous dit, voilà, c'est un complot islamiste, musulman, etc., etc. Alors, évidemment, les images sont choquantes et de prime abord, bon, on est subjugué. Ça, je me rappelle de ma propre réaction. Je dis que c'était invraisemblable, ce truc-là. Mais dès le début, il y a eu un doute. Je me dis, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Comment des avions de cette taille peuvent-ils arriver, et ça a été soulevé par la suite, arriver à tout de même vitesse relativement réduite à percuter les tours sous l'angle où elles ont été percutées. Et puis surtout, c'est un élément sur lequel je reviens très souvent quand je parle de ce problème, quand un élément solide rencontre un autre élément solide, ça explose. Or, dans les images qu'on nous a fourguées, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, il n'y a pas d'explosion. On voit les avions qui rentrent dans les tours comme dans du beurre. Pas le moindre débris qui part dans tous les sens. C'est même curieux. Mais il y a 36 000 choses curieuses dans toute cette affaire-là. Bon. Si ce ne sont pas les avions qui ont fait tomber les tours, qu'est-ce qui les a fait tomber? Et alors là, je renvoie ceux qui seraient tentés de ne pas me croire, d'aller sur Internet. Ils vont trouver plein d'études de gens, tout ce qui est le plus qualifié, des ingénieurs, des architectes, des urbanistes, qui vous disent, mais quand on veut faire tomber un bâtiment, quelle que soit sa taille, on le mine au niveau des éléments porteurs et ça s'écroule en masse. C'est ce que nous avons vu. Bon, premier élément. De toute façon, vous avez tout ça dans mon livre, Le complot mondialiste. Premier élément. Autre élément, on apprend que curieusement ce jour-là, il n'y avait pas d'éléments juifs dans les entreprises qui normalement les employaient. C'est un miracle de Jéhovah, ça. Curieux, quand même. Ouais. Et puis, vous apprenez aussi, alors là, j'aime à répéter que, franchement, ceux qui croient, c'est vraiment le summum de la bêtise.
quand on leur dit on n'a pas retrouvé les boîtes noires, mais on a retrouvé les passeports dans les ruines fumantes des avions, je regrette beaucoup l'individu qui croit ça. Il a un QI pas très développé. Donc il y a toute une série de choses contradictoires, de choses qui ne collent pas. Et alors, à ce sujet-là, on constate qu'il y a deux groupes d'imbéciles. Ceux qui ont fabriqué ce faux montage, parce que pour faire un truc aussi mal monté, il faut franchement être très bête, ou alors considérer que ceux qui vont avaler ça sont encore plus bêtes et que ça va passer. Non, c'est hallucinant. Puis il y a différentes choses. Vous trouverez là encore dans le complot mondialiste. Rappelez-vous que curieusement, quelques semaines avant les attentats, un financier juif américain, Silverstein, prend une assurance, voire 2 assurances, sur les 2 tours qu'il a louées en bail emphytéotique. Là aussi, vraiment, Jéhovah l'a bien inspiré. Puis des réactions. Sharon, qui, après les attentats, dit « Ah, chic alors, maintenant nous allons pouvoir faire ce qu'on ne sait pas encore faire en Palestine, c'est-à-dire leur rentrer encore un peu plus dedans à ces malheureux Palestiniens. » Et son ministre des Affaires étrangères lui dit « Ouais, tout de même, attention, il va y avoir des réactions. » Et Sharon de répondre « Ne vous en faites pas. Nous, le monde juif, tenons l'Amérique et les Américains le savent. » Et, bon, à l'époque, il n'y avait pas Trump. Mais Trump, l'attitude de Trump, sa démarche est typique. C'est un homme qui est tenu, qui sait que le monde juif tient l'Amérique et qu'il en tient compte. D'où sa politique israélienne, qui déplace l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem pour faire plaisir à Netanyahou. Donc voilà, tout ça, tous ces faits à propos du 11 septembre qui s'enchaînent, qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui démontrent que tout ça est un immense mensonge. C'est certainement un des plus grands mensonges de l'histoire. Et alors, à partir de là, bien entendu, à partir de ce montage du 11 septembre, il faut bien voir que tout ça n'a pas été fait gratuitement pour faire un cinéma comme à Hollywood. Ça avait un but. Le but était de pouvoir justifier aux yeux des Américains qui ne voulaient pas de guerre, justifier l'entrée en guerre contre l'Afghanistan sous prétexte de traquer Ben Laden. Ben Laden. Et puis après l'Afghanistan, l'Irak, puis après l'Irak, la Syrie. Et si ça avait marché en Syrie, l'Iran. Puis patatras, il y a un certain Poutine qui dit « Oh là là, oh là, on se calme, hein, ça ne va pas se passer comme ça. » Et qui dit maintenant, Syrie, pas touche. Et vous avez vu toutes les péripéties au fur et à mesure. Donc tout ça n'est pas arrivé par hasard. Les Américains d'ailleurs sont bien connus pour leurs provocations, pour entraîner des réactions qui vont leur permettre de justifier leur agression. Et cela encore, dans mon livre sur le complot mondialiste, j'ai donné un certain nombre d'exemples qui remontent déjà bien en avant, bien en arrière, si vous préférez. L'affaire du croiseur Maine en baie de la Havane, etc., etc. Bon, je ne vais pas répéter tout ça. Donc, les Américains sont, et ceux qui sont derrière les Américains, sont très forts pour fabriquer de fausses attaques pour avoir un prétexte pour déclencher des guerres. Et puis après l'Irak, il y a eu tout l'épisode d'Europe centrale, avec l'agression contre la Serbie. Et là encore, qui a-t-on trouvé? Bon, le clan Clinton, avec Madeleine Albright, née Korvel, qui est juive tchèque. Et là encore, inventant des fausses preuves contre la Syrie, comme il l'avait fait
contre Saddam Hussein, etc., etc. Bis, rebelote et on recommence. Toujours la même tactique. Et alors, à ce propos-là, je voudrais revenir encore une fois sur ce scandale humain qui a été ce qu'a découvert l'ancienne présidente du tribunal pénal international, la Suissesse, Carla Del Ponte, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, et c'est certainement pas la dernière fois que je vais en parler, qui a révélé dans son livre La traque, les criminels et moi, que à l'occasion de la victoire de l'ONU sur la Serbie, au bénéfice de la création du Kosovo, des prisonniers serbes avaient été utilisés comme donneurs d'organes pour des cliniques spécialisées en Israël, sous la protection de l'ONU, de la CAFOR, supervisée à l'époque par un certain Bernard Kouchner. Avez-vous remarqué la proximité du nom entre notre Bernard Kouchner et le beau-fils de Trump, Jared Kushner? Ils sont partout là, il faut, pour tenir. Et puis, on en est venu, après avoir réglé le problème du Kosovo, et je voudrais revenir sur le général Pierre de Villiers, qui s'est vanté dans son livre « Servir » d'avoir servi en Serbie-Kosovo. Voilà à quoi il a servi. Et puis, ça a été le tour, la tentative de la déstabilisation de la Syrie, qui était déjà très avancée quand Poutine a compris que s'il laissait faire en Serbie, c'était toutes les républiques de la Fédération de Russie, toutes les républiques musulmanes de la Fédération de Russie qui risquaient d'être contaminées. Et c'est là qu'il a commencé à réagir et qu'il a bloqué le processus. Et je voudrais encore citer ce texte, déjà cité, du néoconservateur juif américain Michael Ledin, dans son étude « The War Against the Terror Masters », la guerre contre les maîtres de la terreur. Les maîtres de la terreur qui sont eux-mêmes, mais toujours l'accusant, le retournement de l'accusation, toujours la même chose. Voilà ce qu'il disait. Nous ne voulons de stabilité ni en Irak, ni en Syrie, ni au Liban, ni en Iran, ou en Arabie Saoudite. Nous voulons que les choses changent. La question n'est pas de savoir s'il faut déstabiliser, mais comment le faire. On a vu comment ils l'ont fait pour la Syrie. Toutes ces révolutions, plus ou moins oranges, au nom de la démocratie, de peuples opprimés, etc. etc. Donc, ils ont créé l'État islamiste, le Daesh, comme on dit, dirigé par un ancien du Mossad, comme l'a révélé Edward Snowden, qui est un ancien de la CIA. Cet ancien, donc, de son vrai nom, Samuel Elliott, celui qu'on appelle aujourd'hui El-Baghdadi. Donc vous voyez, encore une fois, toujours par provocation, pour entraîner une réaction qui permet de justifier une guerre. Parce que ce qui se passe en Syrie, c'est une guerre. Et j'avoue que quand j'entends un Pierre Hillard seriner, et continue à seriner, que Poutine est un ami d'Israël, qu'il est juif, qu'il est allié aux juifs, et tatati, tatata, quand on voit ce que fait Poutine sur le terrain,
je me dis, ou bien vraiment cet homme est sclérosé, je parle de Hillard, ou bien il est sclérosé, ou bien il est payé pour dire et écrire ce qu'il fait. Il y a un problème. Et pour la énième fois, je le dis, je le répète. Je n'aimerais pas être à sa place. De toute façon, il n'y a pas de risque. Alors, tous ces événements rappellent quand même une histoire bien oubliée, trop oubliée, qui est la fameuse affaire des opérations Gladio. Je pense que ça vous dit encore quelque chose. Si ça ne vous dit pas, je vais vous expliquer de façon assez résumée ce que ça a été. C'était à l'époque du communisme. Et on nous a vendu pendant tout un temps l'histoire de complots, de terrorisme communiste. Rappelez-vous les attentats en Italie, l'attentat à la guerre de Milan qui a fait de très nombreuses victimes, etc., etc. Jusqu'au jour où les Italiens se sont rendus compte qu'on leur racontait des histoires. Et il y a cette fameuse déclaration du président de la République italienne, Francesco Cossiga. Je tire mon chapeau, parce qu'il fallait tout de même un certain courage pour le sortir. Et là encore, je remarque une chose, comme nous le remarquons aujourd'hui avec Salvini, ce sont les Italiens qui ont eu le courage de sortir la chose. Voilà ce que disait Cossiga dans Il Corriere della Sera du 30 novembre 2007. Les attentats du 11 septembre 2001 ont été planifiés et exécutés par la CIA américaine et par le Mossad israélien avec l'aide du monde sioniste, en vue de mettre en accusation les pays arabes et pousser les pays occidentaux à s'engager dans les guerres d'Afghanistan et d'Irak. Bon, alors, là-dessus, certains auteurs américains, notamment l'analyste américain Paul Watson, est revenu là-dessus, et c'est lui qui a institué ce terme très parleur quand il a décrit ce genre d'opération sous le nom de « an inside job », c'est-à-dire un travail maison, un travail fait de l'intérieur. Et puis la fameuse formule « false flag operation », c'est-à-dire une opération faite sous fausse bannière. Et alors, ce que l'on constate, c'est que, alors qu'à l'époque, pour maintenir soudé ce monde occidental autour de l'Amérique, sous prétexte de la menace communiste, avec ces attentats attribués à des éléments communistes, qui étaient faits par, téléguidés, commandités, exécutés par des agents de la CIA, on est en train aujourd'hui de nous sortir la même salade concernant le péril islamique. Mais qui est derrière le péril islamique? Sinon Israël, une fois de plus. Donc vous voyez, c'est la même opération des États-Unis, de l'Amérique sioniste, pour garder la cohésion de l'Europe derrière sa bannière. Alors, encore on pourrait dire, mais c'est lugubré. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais le problème, c'est qu'il y a des témoignages de gens très bien placés, des responsables même de ce genre d'opération, et notamment d'un terroriste repenti qui avait été fait prisonnier, Vincenzo Vinciguerra, qui, appelé à témoigner, avait déclaré ceci. Et vous allez voir l'actualité de cette déclaration par rapport à ce que la France a vécu, et l'Europe aussi, dans certaines capitales, ont vécu dernièrement. Voilà ce qu'il disait. Nous devions cibler dans nos explosions les civils, pas les responsables politiques, les civils, c'est-à-dire les femmes, les enfants, notamment ceux qui n'avaient rien à voir avec la vie politique, et ce pour que les citoyens aient recours à l'État à la recherche de sécurité et protection. Et ce n'est pas ce que nous avons vécu avec tous ces attentats qui ont servi à nos gouvernements successifs, de Manuel Valls jusqu'à Valls
Valls-Cazeneuve jusqu'à Macron et son ministre de l'Intérieur d'aujourd'hui, Collomb. Qui est-ce qui dit ça? Ça leur a permis, sous prétexte d'attentat, de resserrer nos libertés publiques, sous prétexte de nous protéger. Et à propos de cela, je voudrais revenir à propos de quelque chose tout de même dont on a beaucoup parlé, l'affaire du Bataclan. Je voudrais bien quand même qu'on nous explique pourquoi, sur l'ordre de qui, les militaires de l'opération Sentinelle qui était à proximité ont eu l'ordre de ne pas intervenir. Et les forces de l'ordre, même on dit, qui ne sont intervenues qu'une fois que l'affaire a été terminée. Ça interpelle. Alors, je sais qu'il y a un collectif de parents de victimes qui ont déposé plainte contre X. Mais pas besoin de plainte contre X. C'est contre messieurs, à l'époque c'était Valls-Cazeneuve, et c'est contre le responsable militaire de Paris, je ne sais pas qui c'était à l'époque, qui a donné l'ordre. Qui a donné l'ordre quand même? Donc vous voyez, toutes ces affaires, que ce soit le 11 septembre, toutes les affaires précédentes, celles qui ont suivi, l'affaire de Serbie, le truc de l'Irak, le truc, la déstabilisation de la Syrie, etc., tout ça participe à un grand complot qui vise à l'établissement du Grand Israël. Le Eretz Israël, comme il dit. Et je répète cette citation de ce témoin, ancien terroriste, nous devions cibler dans nos explosions les civils, c'est-à-dire les femmes, les enfants, notamment ceux qui n'avaient rien à voir avec la vie politique, et ceux que pour que les citoyens aient recours à l'État, à la recherche de sécurité et de protection. Mais qui c'est qui dit ça? Qui est-ce qui dit ça? Le repenti. Le repenti qui s'appelle Vincenzo Vinciguerra. C'était quand il a fait sa déposition devant la justice italienne. Tout ça est officiel. Hein. Pour Gladio. Pour Gladio. Et Gladio, c'est copie conforme parce que nous avons vécu. Et à la suite de ça, il y a une enquête parlementaire italienne qui, en 2000, après ces accusations et ces témoignages, confirmait à coup sûr l'implication de la CIA dans toutes ces opérations dévoilées par Cossiga. Donc là encore, chapeau aux Italiens. Ils ont réagi quand il fallait réagir, comme aujourd'hui avec Salvini. Et toujours dans ce même esprit, je voudrais faire observer qu'une des conséquences du 11 septembre, non seulement l'attaque de l'Afghanistan pour ensuite pouvoir s'attaquer à l'Irak, etc., que s'est-il passé au lendemain des attentats du 11 septembre aux États-Unis? Qu'a décrété George W. Bush? Il a décrété la création de ce qu'il a appelé de Patriot Act, l'acte patriotique. Et c'était quoi ça? Eh bien, c'était une procédure qui permettait de mettre en fiche tous les citoyens américains. Pas simplement des citoyens ou des naturalisés américains d'origine éventuellement musulmane, etc., qui pourraient être des criminels potentiels. Tous les citoyens américains. Et il avait confié ça à qui?
à l'amiral franc-maçon John Poindexter. Donc vous voyez toujours cette même mouvance dans tous ces coups tordus contre la société. Et les lois de soi-disant pour notre sécurité faites en France, c'est du copier-coller avec le Patriot Act américain. Donc, si vous avez bien compris le fil directeur de cette conférence, c'était pour démontrer d'une part cette marche étape par étape dans la destruction des nations en vue de la création de cette dictature mondialiste, messianique, pointer du doigt les responsables de ce complot. Parce que si les peuples ne réagissent pas, et je dis bien tous les peuples, toutes les communautés, ce sera la dictature. Tout simplement. Si vous voyez comment ces gens sont capables d'agir pour parvenir à leur but par tous les crimes possibles et imaginables, est-ce que vous pouvez imaginer ce que serait cette dictature? Parce qu'en fait, quel est leur but? Et là encore, c'est une formule que je répète très régulièrement parce qu'elle me semble, en 3 phrases, résumer toute la situation. Pour les auteurs de ce complot judéo-maçonnique, toutes les nations doivent disparaître, sauf une. Tous les peuples doivent disparaître, sauf un. Toutes les religions doivent disparaître, sauf une. Le jour où vous aurez compris ça, vous saurez peut-être contre qui vous battre. Et là encore, ce que je reproche à certains de nos milieux politiques et religieux, qui n'expliquent pas la raison de ce qui se passe, comment voulez-vous qu'un peuple qui ne connaît pas ses ennemis puisse réagir et le combattre? Est-ce que vous comprenez le degré de leur responsabilité? Et là encore, cette citation que j'ai déjà donnée du rabbin Touitou, publiée le 1er juin 2015, que l'on trouve toujours sur YouTube, sur Internet. Cette guerre de Gog et Magog qu'on attend tous, je parle pour les Juifs bien entendu, est nécessaire pour qu'Israël ne rentre pas en guerre. Donc pour eux, la grande astuce, c'est de faire se battre l'Occident contre l'Orient. Pour que, rappelez-vous, l'histoire du coq que j'ai rappelé à plusieurs, ou des coqs plutôt, que j'ai rappelé à plusieurs reprises. Et il poursuivait. Vous êtes en train de subir en Europe, qui vous fait tellement peur, devrait être pour nous la plus belle des nouvelles de notre histoire juive. C'était marqué dans le Sanhédrin il y a 2000 ans. Tiens. Est-ce qu'on ne retombe pas dans ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'origine de tout? Le refus du Christ par le monde juif. À partir de là que le Sanhédrin, c'est-à-dire le noyau dirigeant de la juiverie, décide des choses. C'était marqué dans le Sanhédrin il y a 2000 ans. Le Messia, le Messie, ne viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Je vous pose la question.
C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe. C'est une excellente nouvelle. Et que se passera-t-il quand il viendra, le Messie? La peur régnera sur le monde, les nations déposeront les armes et serviront le peuple d'Israël. Vous, les chrétiens, allez le payer très cher, mais à un point dont vous n'avez aucune notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous, avec des trains pour vous emmener au four crématoire. On pourrait en parler de cette histoire. Ce sera une autre occasion. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans le livre. L'islam est le balai d'Israël, sachez-le, au lieu que nous fassions le travail. Voilà ce qui nous attend. Je parle de dictature mondiale inhumaine. Voilà ce qui nous attend si nous ne réagissons pas tous, quelles que soient nos communautés. Et je dois dire que je suis très heureux de voir à quel point les thèmes de mes conférences pénètrent dans le monde musulman. Vous savez qu'après la France, le pays qui me coûte le plus, c'est l'Algérie. Pourquoi? Rappelez-vous ce texte que j'ai cité tout à l'heure à propos du monde musulman qui avait compris justement le rôle des Juifs auprès des Américains. Il y a une certaine élite musulmane qui comprend que nous avons un ennemi commun. Alors, je voudrais terminer sur une observation. De même que le judaïsme se sert de l'islam comme d'un balai, comme s'en vante le rabbin Toubitou pour balayer la chrétienté, de même aujourd'hui, le judaïsme tente de se servir des chrétiens contre l'islam. De l'Iran, de la Syrie, de l'Irak, du Liban, qui empêchent le rêve de grand Israël, le Eretz Israël. Mais il se rajoute à cela autre chose. C'est que du fait de l'antisémitisme qui se réveille chez les musulmans de France, ceux-là même qui avaient cru intelligents pour nous détruire, de faire venir cette immigration musulmane pour nous submerger, se disent « Ah, mais ça devient dangereux pour nous. » D'où le départ de plus en plus fréquent de Juifs de France qui quittent la France. Parce qu'ils prennent peur. C'est un retour de boomerang. C'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Et je trouve que c'est un juste retour des choses, que ceux-là même qui ont poussé à cette immigration pour nous détruire commencent à avoir peur. Oh, c'est l'histoire de Frankenstein. Et c'est pour ça que dans nos milieux, vous voyez des individus, genre Éric Zemmour, genre Bernard Anthony, genre Jean Sévilla, genre Aposit, genre Conversano, genre Rougeron, et les Marine et Marion Maréchal Houck qui s'agitent par connivence avec le sionisme.
Et ça prétend nous défendre, nous, Français, ces gens-là, alors qu'ils ne sont que complices de ceux qui veulent notre destruction. Et rappelez-vous ce livre d'Éric Zemmour, je ne me rappelle plus comment il s'appelait d'ailleurs, dans lequel il disait qu'il avait eu de grandes conversations avec le général de Villiers en vue d'un coup d'État militaire pour pouvoir nettoyer les banlieues. Mais ça pourrait bien arriver. Et l'armée française, une fois de plus, se mettrait aux ordres de ceux qui cherchent à nous détruire. Est-ce que vous comprenez pourquoi je suis aussi dur ? C'est que dans la situation pathétique dans laquelle nous sommes, si on ne dit pas les choses clairement pour que les gens finissent quand même par comprendre, bon, il ne plus attendre que cette bonne petite dictature nous arrive. Et là encore, je vous dis, il ne faudra pas pleurer. Et en tout cas, ce que j'essaye de faire, moi, c'est de renvoyer à ceux qui nous ont imposé cette immigration les problèmes qu'ils commencent à percevoir de cette immigration qu'ils ont voulu. Il nous faut utiliser l'outil de l'immigration contre les envoyeurs. Rappelez-vous l'image que je donne du judo. Utiliser la force de l'adversaire pour le faire tomber. Ils veulent nous faire tomber avec l'immigration. L'immigration se devient de plus en plus antisémite. Il nous faut l'utiliser. Merci de votre attention. Merci. Si vous avez des questions. Oui. Vous ne croyez pas que la Chine s'est jamais fait pénétrer par les Juifs, hein? Oui, je sache. Oui, non, mais justement, mais c'est ça. Moi, je pense tout de même que nous finirons par l'emporter. Parce que, bon, même si Poutine un jour devait disparaître parce que certains décideraient qu'il faut le liquider, je pense que les Russes sont tout au moins une élite russe qui a émergé avec Poutine, continuera la même politique plus ou moins. Ceci dit, je préfère qu'il reste là parce que cet homme a un sens tactique mais extraordinaire. Moi j'ai une petite question. Attendez, j'aurais fini de répondre à monsieur. Concernant la Chine, je suis tout à fait d'accord. Et alors, c'est très intéressant. Vous avez vu cette manœuvre militaire annoncée de Vostok, je crois, avec la Chine. La plus importante manœuvre, uniquement côté russe, de toute l'histoire de la Russie, soviétique comprise. C'est pas par hasard que Poutine a décidé de cette manœuvre. C'est pour dire à l'Occident sioniste, vous vous calmez. Vous vous calmez parce que ça ne va pas se passer comme vous pensez. Et rappelez-vous toujours les deux piliers que j'ai compris de la tactique de Poutine, c'est d'une part affaiblir la puissance financière américano-sioniste en détournant la puissance du dollar par l'annulation de tout contrat en dollars. Il est en train de scier le socle. Premier pilier. Deuxième pilier, le réarmement qu'il a fait à bas bruit, qu'on a commencé à découvrir avec son action en Syrie. Et aujourd'hui, on sait, les différents spécialistes militaires du monde entier considèrent que l'armement russe est techniquement supérieur à l'armement américain, qui reste plus nombreux en quantité, mais pas en qualité. Et à l'intérieur de ce pilier, il y a une autre facette sur laquelle je tiens à insister. Comment se fait-il que dernièrement, il y a eu toute une série d'ordinateurs du Pentagone
et des satellites américains qui ont cessé de fonctionner. Non, Cessé de fonctionner. c'est vrai. Est-ce que ce n'est pas par les systèmes que l'on connaît, qui existent aujourd'hui, de brouillage, d'interférence des ondes, que les Russes ont mis au point, d'où des incidents, rappelez-vous les incidents avec des vaisseaux américains qui se rendent dedans, des choses très curieuses, il n'y a pas d'explication, les fameuses fusées qui ont été envoyées en Syrie, qui n'ont pas atterri où elles auraient dû atterrir, enfin des trucs bizarres. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ou vraiment c'est du matériel de mauvaise qualité, ou ça a été brouillé. Donc ça c'est l'autre volet du pilier militaire que je considère du côté russe, c'est de leur faire comprendre, vous voulez la guerre? Bon, premièrement, j'ai mon propre armement qui est aujourd'hui supérieur au vôtre. Et deuxièmement, est-ce que vous êtes sûr que votre matériel va encore fonctionner? Est-ce que vous comprenez ce que veut dire cette politique? C'est génial. Voilà. Jean? Oui. Vous parliez de planning familial tout à l'heure. Oui. Et puis vous avez terminé votre conférence en argumentant que la diversité, en fait, était à majorité un peu antisémite. Mais comment elle réagit devant en fait un planning familial, un véritable rouleau compresseur à la sexualité des mais le enfants, monde musulman est tout à fait compatible avec nous. Oui, mais alors, on les entend pas beaucoup se manifester. Le monde musulman est resserré autour de la famille. On les entend pas beaucoup se manifester sur ce sujet-là, donc moi j'en profite de la vidéo pour... voilà, écoutez, d'ailleurs, oui, vous faites bien de soulever ce problème-là, mais le monde musulman est très famille-famille. Hein. Et de même au point de vue banque. Puisque la banque musulmane, il n'y a pas d'usure. C'est curieux quand même. Autre question? Sur Abosi, moi je On s'appelle. suis pas très sûr. Oui, Abosi, qu'est-ce qui se passe? Vous avez aussi... J'ai cité dans la politique un certain nombre de textes de lui. Et pourquoi? Des positions absolument invraisemblables. Alors, il est un petit peu du même genre que Zemmour. Il a commencé à se faire connaître en faisant l'éloge du maréchal Pétain. Oui. Mais à côté de ça, Oui. il vous déclare qu'il n'y a pas de complot judéo-maçonnique. Bon, il suffit d'affirmer, bien entendu. Et alors, en plus de ça, il a écrit un livre à la gloire de Maximilien Robespierre. Il reste peut-être un an à peu près. Oui. Moi, Vous ne tenez pas au courant, mon cher. Il a écrit un livre dernièrement que j'ai pas lu complètement d'ailleurs, loin de là, sur Dreyfus. Oui, alors je ne l'ai pas lu non plus. J'avoue que je serais curieux de ce qui sort là-dedans. Hein. Je suis vraiment très curieux. Parce que moi, justement, de l'affaire Dreyfus, j'en parle abondamment là-dedans. Hein. Et il y en a des vertes et des pas mûres. Du nom lui-même, je ne peux rien tirer. Hein? Je ne peux rien tirer du nom lui-même. Non, mais ça, j'ai bien l'intention de lire son bouquin. Crayon à la main, c'est certain. Bon, autre question? Si vous n'avez pas d'autres questions et que vous voulez que je vous dédicace des livres, c'est le moment.